Une nouvelle fois, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission « Quand le passé se fait présent ». Cette semaine, nous accueillons M. Jean-Marie Jaudoin. Je pense que je n'ai pas besoin de le présenter aux personnes de la région. M. Jaudoin, chef de police de Cap-de-la-Madeleine. M. Jaudoin est aussi un époux heureux, le père de 2 grands-fils dont il est fier, grand-père par surcroît, et, ajoutons à la liste, diacre permanent. Alors, nous avons de la matière aujourd'hui. Je vous invite à rester avec nous pour l'heure qui suit. Monsieur Jaudoin, je ne sais pas si j'ai bien commencé dans l'ordre, chef de police. J'hésitais, diacre, père de famille, époux. Y a-t-il une priorité dans tout ça? Ou bien vous formez un seul homme? Je pense que dans un premier temps, c'est l'être humain. Et par la suite, l'individu qui a été invité ou qui a été interpellé par toutes les dimensions que vous venez de nommer. Ce qui suit après l'être humain ou le jeune garçon qui grandit, c'est les frères, les sœurs de ma famille, les gens de mon milieu. Après ça, mon épouse, bien sûr, qui est très important. Mes fils, mes petits-fils, leurs femmes. Et là, ben, au bout de la ligne, mon travail. Et le diacre permanent. Le diacre permanent est à la fois le premier et le dernier. Il vient chapeauter dans le présent. Il englobe le tout. Mais par contre, c'est une étape dans tout le grand bout de chemin que j'ai fait aujourd'hui dans la vie à l'âge que je suis rendu. Bien des expériences, mais vous n'avez pas 60 ans. Hein? Non. Vous êtes né, vous, quelque part, vous m'avez dit, du côté de Montréal. C'est ça. Je suis né près du centre olympique, en fait, qui était dans Viauville. Et à ce moment-là, dans un 3e étage sur la rue Ontario. Et à Montréal, à cette étape-là, on avait même les tramways qui ont passé en avant. Là. Je suis d'âge d'avoir vu la fin des tramways à Montréal. Et on a déménagé par la suite à Charlemagne, le petit village qui est à côté de Montréal. Dans ma famille, on est 6 personnes, 5 garçons et une fille. Et ça me rappelle une anecdote que j'avais quand j'étais plus jeune. Quand les gens me disaient à quel rang tu es, toi, dans ta famille? Alors là, à ce moment-là, je disais, je suis le 3e des filles et le 2e des gars. C'est tout le qui fait. C'est ça. Alors, la catégorie filles, pour moi, ça m'a toujours intéressé un peu. Alors, est-ce que c'est ça qui a développé mon côté plus tendre ou plus affectueux dans ma vie? Mais chose certaine, j'ai appris ça jeune, que je pouvais avoir des caractères sur le côté féminin aussi, pas juste sur le côté masculin. Mais je pense, pourquoi les hommes ne seraient pas doués de sensibilité, de tendresse aussi? Bien, j'espère que les hommes vont la développer, ce côté-là. Vont oser la montrer. Oui. Vous, M. Jaudoin, vos parents, parlez-moi d'eux un peu. Bon, au départ, ma mère est encore vivante. Elle demeure au Cap-de-la-Madeleine, dans une maison d'hébergement. Mon père est mort depuis 1968. On demeurait, comme je disais tout à l'heure, à Charlemagne. Et puis, pour une raison que j'ignore, on a dû déménager au Cap-de-la-Madeleine. Mon père est venu travailler ici, alors toute la famille, les 5 gars et la fille, on s'est envenus au Cap-de-la-Madeleine. Vous étiez jeune à ce moment-là? Oui, je suis parti de Montréal, j'avais 5 ans. Et j'ai fait de 5 ans à 14 ans dans la ville, dans le village de Charlemagne. Et à 14 ans, on déménageait et on arrivait au Cap-de-la-Madeleine. Je ne sais pas si le Cap-de-la-Madeleine savait ce qu'on ferait avec moi un jour, mais ça a donné ce qu'on est aujourd'hui. On vous a reçu. C'est ça, oui. Votre éducation, vos parents étaient-ils sévères? Brossez-moi un portrait. Ouais. Dans un premier temps, j'ai eu une belle enfance. J'ai aimé mon enfance. J'ai pas de trou noir ou de temps pénible avec ma famille. Quand j'étais tout petit, je me rappelle là, de 0 à 5 ans, si je peux m'exprimer comme ça, de Montréal, parce qu'on me rappelle que les petites filles alentour venaient me chercher pour me promener, là, parce qu'ils venaient aider. On restait au 3e étage, alors on venait me promener sur la rue Ontario. Là, alors, j'ai des beaux souvenirs de contact humain face à des gens. C'est quand même flou dans ma mémoire, mais ça restait beau.
Après ça, à Charlemagne, c'était un temps où de 8 ans à 14 ans, c'est le temps de toute la découverte, c'est le temps de la gang, c'est le temps de s'affirmer. Alors, j'ai appris à faire mon scoutisme. Les débuts de mon scoutisme, c'était à Charlemagne. J'ai appris aussi à servir la messe. J'ai même chanté la messe en latin avant Vatican II à tous les matins parce que le curé m'avait montré comment on devait chanter ça en latin. Je ne comprenais pas tout ce qu'on chantait, mais en tout cas, je chantais en latin. Alors ça, c'est des beaux temps pour moi. Comme on restait dans un petit village, les Canantaux, il y avait des fermes. Alors, j'étais attiré aussi d'aller sur la ferme, faire les foins, voir qu'est-ce qui se faisait au niveau de la ferme. Alors, j'ai eu, durant cette période-là, du beau temps. J'ai pu, en famille, me développer avec mes frères et mes sœurs et ma sœur. Et surtout, comme on était des gens qui étaient de classe moyenne, mais vers plus la pauvreté que vers la richesse, mon père faisait un grand jardin. Nous, les gars, on avait à s'occuper du jardin, on avait à le cercler, on avait à s'assurer que tout fonctionnait bien. Durant que lui allait travailler à Montréal, parce qu'il voyageait ça en autobus, par des moyens, il n'y avait pas d'auto à ce moment-là. Et j'ai aimé ce temps-là. Pour moi, c'est encore, quand j'ai des références de tendresse, des références de calme, d'harmonie ou des paysages qui me viennent de mon enfance, ce sont ces paysages-là qui me sont encore très, très beaux. Je vois des temps vraiment intéressants, ce temps-là. Et je devine un peu l'atmosphère dans laquelle vous avez grandi. Vous parlez de scoutisme, vous parlez du jardin où tout le monde travaillait. Partage, scoutisme oui. Aussi, une certaine discipline. Hein? Oui, mais au départ, à la maison, ma mère était, je pense que ma mère était animateur. J'ai appris d'elle bien des trucs d'animation et pédagogue pour être capable avec tout son petit monde. Et même elle osait avec tout son monde d'aller chercher des gens qui, dans ce temps-là, il y avait des crèches pour les enfants. Alors, on allait même chercher des gens pour les emmener à la maison parce que si c'était pas assez, il fallait rendre ça plus gros. Avec plus de gens, puis on apprenait à partager à ce moment-là. Et par contre, mon père était un homme silencieux. C'était l'envers de ma mère sur ce plan-là, sur la communication. Alors lui, lorsqu'il arrêtait, quand mon père arrivait de travailler, on savait à quelle heure qu'il arrivait. Ma mère nous préparait d'avance. Elle nous disait, là, ton père s'en vient, il faut que ça soit calme, la maison. Là. Alors là, on arrêtait là, de s'exciter puis de s'amuser sur ce plan-là. Et quand on s'assoyait à la table, moi, j'ai appris à manger à la table en silence avec mon père. J'ai appris à connaître que dans le non-verbal, on pouvait trouver de la tendresse, on pouvait trouver des temps qui étaient de paix, mais on pouvait aussi trouver des regards qui étaient très difficiles, très durs. On savait qu'il y avait des silences de joie, des silences heureux, mais aussi des silences qui étaient pleins de tension quand on avait des messages à passer sur ce plan-là. Et vous avez appris à décoder certaines choses qui nous échappent. Oui. J'ai compris par le non-verbal de mon père qu'on pouvait, à partir de là, parler avec son comportement et ses attitudes. Et avec ma mère, que je pouvais me servir de ma langue, puis de mon verbe beaucoup. J'ai fait les deux côtés à ce moment-là. Un bel équilibre, finalement. Mais vous me dites, vous quittez Charlemagne pour venir au Cap-de-la-Madeleine. Vous avez 14 ans à ce moment-là. Puis vous laissez des amis de côté, sûrement. Vous deviez avoir des amis. Oui. J'avais des amis à Charlemagne. Mais il y avait un défi qui est arrivé en même temps que de changer d'endroit, de venir vers le Cap-de-la-Madeleine. C'est que déjà, à Charlemagne, j'avais commencé à penser à devenir prêtre. Alors, le fait d'être à l'église à tous les jours, le fait de voir le prêtre, la façon qu'il vivait sa messe, et moi d'être dans le milieu religieux, il y avait une communauté religieuse pas loin, ça m'intriguait. Je regardais passer toutes ces démarches-là, puis je me disais, il y a sûrement moyen d'être heureux là-dedans. Faire de quoi là-dedans? Il n'y avait pas de prêtre dans votre famille? Dans ma famille, oui. On avait j'ai un de mes oncles qui était un prêtre missionnaire. Et j'ai un de mes oncles aussi, qui sont les deux frères de mon père, qui est encore vivant et qui est un frère Saint-Gabriel, qui demeure ici à Champlain. Donc, vous saviez un peu qu'est-ce qu'était un prêtre? Là. Oui, c'est ça. Et alors, j'étais attiré par cette démarche-là. Et quand on a fait le déménagement de Charlemagne à Cap-de-la-Madeleine,
moi, je suis allé vers le Chambly de Bassin. Je suis allé étudier 2 ans en éléments syntaxe pour voir si je pouvais faire un père au blanc. Et après 2 ans, les pères au blanc, ils ont dit « Tu seras meilleur père de famille ». Bon, Fait que je suis allé vers les pères de famille. Oui, oui. Vous n'avez pas eu à le regretter, je pense. Non, mais quand vous êtes sorti de Chambly-Bassin, je me suis toujours demandé à un jeune qui avait pensé pouvoir, qui avait pensé avoir la vocation, puis on lui dit « Là, tu t'en vas, ça doit vous remuer un peu intérieurement. » Vous avez 16-17 ans. Donc, la façon dont je vous le dis, c'est une façon polie, parce que j'étais tannant pas mal. J'étais un bonhomme très, très actif et très sportif. J'ai eu la chance d'avoir ces talents physiques-là, d'être capable de prendre un sport et de l'apprendre très rapidement et d'être capable de réussir de très grandes performances dans le sport. Et vous étiez 5 garçons? Oui. Oui. Étiez-vous tous de ce calibre-là, oui? Puis votre père encourageait, j'imagine? Oui, à ce qu'on fasse l'exercice physique, qu'on soit des gens sportifs, qu'on participe à des sports de contact et de groupe, surtout. Mais c'est pas le sport qui vous a fait dire « là, je ne serai pas au blanc ». C'est pas le sport, mais durant que je suis allé étudier chez les Oblats, les Oblats, dans un premier temps, avaient un collège qui était déjà très libéral. C'était dans les premiers collèges où les portes étaient débarrées, où on avait des permissions qu'on ne retrouvait pas dans d'autres communautés. Et ça, moi, j'étais conscient de ça parce que je connaissais d'autres communautés. Et puis, j'ai aimé le temps que j'étais là, mais le fait d'être libéral comme ça aussi, bien, ça te permet de choisir si tu vas foncer plus dans le sport ou bien dans les études, ou bien est-ce que tu vas avancer, est-ce que tu vas vraiment te diriger vers la dimension intellectuelle ou bien vers la dimension sportive. J'ai réussi mes 2 années, ça n'a pas été une question de notes, mais on voyait dans mes approches que j'étais plus fort en petit groupe que de vivre dans une communauté. Alors, on m'a parlé de ça la première année. La deuxième année, moi aussi, j'en étais convaincu quand je suis parti. On est parti. D'ailleurs, c'est 2 belles années pour moi parce que je ne suis pas parti en trouble par les Oblats. Je suis parti parce que c'était pas ma place. La situation s'était clarifiée. C'était autre chose. J'avais été vérifié. C'était une démarche que j'avais faite tout jeune. Bon, appuyé de mes parents. Jamais ma mère et mon père on m'a obligé à quoi que ce soit. Puis on me le disait clairement, si tu veux être prêtre, bien, tu es dans le chemin pour l'être. Si tu veux vivre autre chose, tu vivras d'autres choses. C'était pareil pour un autre de mes frères qui est allé vers les frères Saint-Gabriel. Et après quelques années, il a dit non, nous autres, on n'est pas fait pour ça, on va vivre d'autres choses. Mais la beauté de mon éducation, c'est le libre choix. Quand je regarde aujourd'hui qu'on parle de libre choix, moi, je me disais, j'étais chanceux dans ma jeunesse, j'ai pu goûter à ça, d'avoir ce libre choix-là. Vraiment, vous avez pu vérifier puis pas dire plus tard si j'avais pu essayer. C'est ça. Ça doit vous conforter dans ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, ça me permet d'avancer sans avoir des regrets. Oui. Parce que les portes ont été fermées à mesure que je suis avancé dans la vie. C'est ça qui était un côté intéressant. Irréversible, là, pour vous, c'était clair que chaque orientation... Oui, et je n'avais pas à fermer les portes par dépit. Je fermais les portes parce que j'avançais. Oui. Je vivais autre chose. Je n'ai jamais été un homme qui avait de la difficulté dans la découverte. Moi, la résistance au changement, quand j'entends cette démarche-là dans mon milieu de travail ou bien dans d'autres milieux, je souris parce que moi, je ne l'ai pas, ça. Je suis heureux là-dedans. Il arrive de quoi de nouveau? Il faut me retenir, je vais aller voir. Vous êtes l'homme de l'adaptation. Oui. Oui, c'est peut-être une richesse pour explorer ce qui s'offre à vous. Oui, oui. Alors là, M. Jodoin, le jeune homme, 16 ans, 17 ans, quand vous sortez des Oblats? C'est ça. Arrêtez-vous d'étudier, là? Non, j'ai continué. J'ai fini mon secondaire au Cap-de-Madeleine. Alors, à ce moment-là, au secondaire, il y avait une 12e année. Alors, je me suis rendu jusqu'à la 12e année scientifique. Et je l'ai fait à l'école de l'Assomption.
Et à ce moment-là, je me suis occupé j'ai continué à m'occuper de sport. J'étais impliqué à l'école comme président des sports de l'école de l'Assomption quand j'étais plus jeune. J'étais organisateur en chef du président de l'école. Bon, je me suis mêlé à tout ce qui était mouvement de groupe. D'ailleurs, la première contestation, manifestation dans les rues faite par des jeunes au Cap-de-Madeleine, c'était fait, organisé par moi, le fils du directeur de police du temps et le fils de l'ancien propriétaire de la Penn-Masse. Et un autre qui était ingénieur, j'oublie son nom, là, au niveau du Collège militaire de Saint-Jean. Et nous, on avait décidé qu'on démontrerait aux frères du Sacré-Cœur du temps qui étaient là, que là, on n'était pas contents. Et on a fait une manifestation. Et contestation, ça veut dire qu'on voit la justice qui est brimée quelque part. Oui. Vous aviez un sens de rétablir quelque chose? Oui, mais c'était peut-être pas le meilleur moyen. Non, mais ça en est un selon l'âge de déprimer, disons. Et puis, ça a marché, votre première révolution? Oui, moi, ça a bien été. Mon père et ma mère ont compris après des explications très sérieuses. Le fils du chef de police a eu le droit, lui aussi, à un bon souper parce que son père est en avant pour contrôler, c'est en arrière pour contrôler, puis lui, il tirait le monde en avant. Alors, c'était assez cocasse quand on regardait le milieu du Cap-de-Madeleine à ce moment-là. Et c'est un temps où j'ai apprécié beaucoup. Ça me permet aujourd'hui de comprendre les jeunes à ce niveau-là. Oui, probablement, parce qu'un jeune reste toujours un jeune. Oui, c'est ça. Alors, les sports, vous pratiquez le hockey, vous pratiquez, je ne sais pas quoi, Ah, j'ai fait tous les sports qu'il y avait, toutes les disciplines. D'ailleurs, à Chambly-de-Bassin, si je peux revenir un petit peu en arrière, comme c'était un collège qui était très développé sur le plan discipline sportive, parce qu'en collège, à ce moment-là, c'était plus fort qu'en niveau de le secondaire de la fonction publique, j'ai appris tous les sports olympiques. J'ai fait tous les sports olympiques. J'ai appris à faire du saut à la perche, de la course sur courte distance et longue distance. Tout ce qui est saut aussi, j'ai pratiqué ces disciplines-là. Et dans le collège à Chambly-de-Bassin, je m'étais classé le premier du collège au saut à la perche. Dans ce temps-là, ça pouvait représenter 14-15 pieds. Le championnat mondial du temps, c'était 18-19 pieds. Aujourd'hui, on est à 25-30 pieds. Alors, vous savez, j'étais bien loin de ce qu'on vit. Oui, mais pour le temps, pour ce type d'exercice-là, c'était pas évident d'essayer de sauter avec un bâton. Alors, j'ai appris ça. Et quand je suis arrivé au Cap-de-Madeleine, bien là, il se développait des sports avec un professeur d'éducation physique qui était d'Europe, là, j'oublie son nom, qui venait d'arriver dans le milieu. Et là, on a développé toute la discipline sportive avec gymnastique, la main libre, avec des appareils, et puis le soccer qu'on joue aujourd'hui. Et moi, ben, j'étais assez bon au hockey, alors je m'occupais surtout du hockey. Avez-vous pensé à faire carrière? Oui. J'ai pas pensé, on l'a pensé pour moi. J'ai joué au hockey pour les Reds de Trois-Rivières à 19 ans. Je ne suis pas arrivé la bonne année parce que c'était l'année de reconstruction du club. Et à ce moment-là, les clubs juniors prenaient le joueur dans leur région. C'est pas comme aujourd'hui où on n'a pas de frontières. C'était des gens de leur région qui formaient l'équipe. Et de là, on partait pour aller jouer dans les différentes villes de la province. Et on était en reconstruction. L'année d'avant, les Reds de Trois-Rivières avaient été joués pour la Coupe Mémorial. Et là, on reconstruisait le club parce que les jeunes avaient pris de l'âge. Et puis, je suis arrivé à ce moment-là, j'ai fait 1 an. J'ai apprécié ce bout de chemin-là. Avec toutes les bagarres qu'il y a à ce moment-là. Je n'ai jamais refusé une bagarre. Je n'ai provoqué quelques-unes aussi à ce moment-là. Bon, vous êtes très franc, M. Jodoin. Mais malgré ça, là, c'est non, le sport professionnel, non, vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce qui vous décide? C'est le service. C'est en fait, quand je suis arrivé à la fin de mes études, je me posais des questions. Oui, de mes études secondaires, c'est ça. Oui. Je me disais... où je vais aller. J'ai appris toute ma vie à servir. Quand j'étais petit gars, mes parents m'ont montré à servir à la maison. Alors, faire le jardin, rentrer le bois, s'assurer
qu'ensemble, on puisse tenir la maison propre, parce que mon père était quand même à l'extérieur. Après ça, passer la presse. J'ai passé des heures dans le bicycle à pédale. J'ai fait ça tant à Charlemagne qu'au Cap-de-Madeleine. J'ai aussi appris à donner mes payes à mes parents pour aussi participer à la dimension économique de mon milieu. Ça, c'était le service. Puis là-dedans, j'étais bien là-dedans. J'aimais être en service. Et quand je sentais que je rendais alentour de moi des gens heureux, des gens qui étaient contents de mes services, bien, moi, j'étais heureux. Alors, j'ai développé le service tout petit. Le goût. Le goût d'être au service. Et par le scoutisme, bien, j'ai appris, bien sûr, toutes les lois du service qu'il y a chez les scouts, toute la BA quotidienne pour la bonne action quotidienne, toute cette démarche qu'on apprend par la formation scoutiste. Alors, je me disais, il y a le service. Après ça, il y avait le côté sportif. Bon, je pouvais être professeur d'éducation physique. Au niveau du hockey, j'aurais pu développer à ce plan-là, malgré qu'au niveau des universités et des écoles, dans le temps, c'était pas poussé comme aujourd'hui, mais c'était un filon. Et il y avait aussi la dimension de l'entreprise privée vis-à-vis de la comptabilité. Et je suis très heureux de savoir que je n'ai pas été comptable. J'aime mieux les humains que compter des sous. Malgré les budgets que j'administre, j'aime toujours avoir un bon comptable avec moi qui sait compter mieux que moi. Et je suis allé à ce moment-là dans le service. Alors, j'ai appliqué à 3 corps de police. Avant d'appliquer dans les corps de police, je suis allé travailler un petit bout de chemin comme vendeur-livreur pour la compagnie, la canadienne de services de linge aujourd'hui. Et après ça, j'ai fait un bout sur la construction, parce que j'avais un beau-frère qui était contracteur. J'ai travaillé avec lui. Mais dans ma tête, à moi, c'était pas ça. C'était travailler dans le service. Et là, c'est le milieu policier qui m'a attiré comme ça. Vous n'avez pas choisi le service le plus facile. Oui, on peut le dire comme ça. Sauf que moi, je vous dis que mon travail est pas si difficile que ça quand on l'aime et qu'on le vit avec tout l'amour que ça représente. Mais vous avez commencé, bien sûr, 2 ans, 3 ans de formation, je ne sais pas exactement. Ah non, pas du tout. Non? Aucune formation. Dans ce temps-là, la police, et là, je vous parle dans les premiers temps de la police, dans les années 60, quand je suis devenu policier au Cap-de-Madeleine, on appliquait, on allait à l'hôtel, au poste de police, on remplissait des documents, on faisait passer des examens qui étaient faits par le directeur de police du temps. Bon, et après ça, bien, il y avait toute la dimension de décider le nombre de policiers qu'on prenait, l'importance de la grosseur et de la grandeur, l'importance de la condition physique, l'importance aussi du contact sur les bagarres, parce que dans ce temps-là, la police, c'était des gens qui fonctionnaient avec leurs bras bien souvent. C'était la police des bras à ce moment-là, il ne faut pas se cacher ça. On se battait régulièrement. Alors, et moi, je n'avais pas de trouble avec ça. Alors, j'ai appliqué à ce niveau-là. J'ai fait appliquer à Montréal, à la Sûreté du Québec et au Cap-de-Madeleine. Et c'est Montréal et le Cap-de-Madeleine. Le Cap-de-Madeleine m'a demandé en premier et Montréal par la suite. Et je n'ai jamais répondu aux autres. J'ai décidé de rester dans mon patelin. Vous aviez 19 ans, 20 ans à peu près? À ce moment-là, j'avais 20 et j'ai appliqué 3 fois, c'est-à-dire 2 fois au Cap-de-Madeleine. La première fois, j'avais 20 ans, je n'étais pas marié. Le directeur de police m'avait rencontré et avait dit je pense que j'aimerais mieux que tu sois marié. C'est une question d'être plus sérieux. Bon, alors il m'avait donné des explications dans ce style-là. Bon, moi, je l'ai bien respecté. Je ne veux pas dire que j'y ai cru, là. Après, comme tous les jeunes qui viennent me voir, que j'oserais dire une chose semblable. Et un petit peu plus tard, comme je suis un homme qui, quand j'ai fait mon chemin, j'avance. Alors, j'ai regardé de quelle façon que je deviendrais pas directeur, mais policier. Et j'ai retourné. Bon, j'étais marié, là, Vous êtes marié. Et là, je dis, je suis marié, là. Mais il ne m'a pas engagé parce que j'étais marié. Ah, non, vous ne vous êtes pas marié pour ça, non, pas du tout. Mais je voudrais vous suivre, là, mais ça prendrait 2 heures. Dans tout votre cheminement de vie de policier. Oui, oui. Mais avant ça, vous venez de prononcer le mot « j'ai été marié ». Vous aviez eu le temps là, de rencontrer une demoiselle? Ah ben oui, j'ai rencontré... une trifluvienne, oui, une jeune fille de Trois-Rivières. Pourtant, au Cap-de-Madeleine, j'étais gâté et connu. J'ai été élevé à côté de l'école de Saint-Joseph, sur la rue d'Orval, à 7 d'Orval.
Alors, dans mon patelin, il y avait des jolies filles, mais c'était une fille de Trois-Rivières qui m'a attiré. Et par un drôle de chemin, comme j'avais à gagner mes dépenses, mes parents n'étaient pas riches. Alors, il fallait que moi, je puisse faire mes études et aussi avoir un petit peu d'argent. Alors, je travaillais chez Stenberg, dans les premiers temps que les compagnies Stenberg se sont installées à Mauricie. Et j'étais sur la rue Royale, à Trois-Rivières, au 49 qu'on l'appelait. Et là, j'étais commencé au pied de l'échelle à faire homme d'emballage et après ça, apprendre à travailler sur la caisse. Et mon épouse, Micheline La Liberté, travaillait là. Et il y avait bien des caissières, mais il y en avait une noire dans le coin qui m'intéressait encore plus que les autres. Alors, on s'est apprivoisés, on s'est fréquenté 3 ans, et au bout de 3 ans, on est arrivé à un heureux mariage, et qui est encore heureux après 30 ans. Vous m'avez dit que vous aviez sauté en plein dans la majorité, vous aviez 21 ans que vous vous êtes marié. C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette demoiselle La Liberté, qui retient un futur chef de police qui s'ignore? Au départ, je vais vous dire que j'étais attiré par sa beauté, sur le plan physique. Et aussi, c'était une femme mystérieuse. Et elle a toujours été mystérieuse. Ça fait 30 ans que je la connais, puis il y a encore un paquet de mystères que je n'ai pas découvert. C'est merveilleux. Et ce qui fait que, dans tout notre cheminement, quand j'ai connu Micheline, elle était toute noire. Aujourd'hui, les cheveux sont différents. Et ce que je voyais, elle décantait des autres pour moi. Et puis, elle faisait son chemin, elle était silencieuse. Elle jasait avec les gens, mais c'était pas des grandes conversations. Pour moi, c'était l'idéal, hein, moi qui parle tout le temps. Fait que là, je trouvais une femme qui faisait la différence. Et tout d'un coup, on a travaillé ensemble, on a regardé nos qualités, on a regardé comment on pouvait se compléter. Et on a pris ça très au sérieux, dès le début. La différence avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait tout un respect sur le plan sexuel, sur ce plan-là. Il y avait un respect aussi de découverte de la femme et de la femme vers l'homme. Alors ça a été toute une découverte durant 3 ans pour en arriver au mariage. Il y avait bien sûr cette dimension-là, le mariage, c'est jusqu'à la mort. Oui. C'était une affaire sérieuse, en fait. Oui, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait cette démarche de 3 ans là, pour nous. Bon, ça a duré 3 ans, ça aurait pu être un petit peu moins. C'était une question de sous, bien souvent, qui faisait la différence. Mais ce qu'on a surtout compris dès le début de notre mariage, on a osé aller voir, bon, on est allé à des cours pour se former, des cours de préparation au mariage, qui, des fois, quand on regarde ça de l'extérieur, on trouve ça un peu quétaine, mais quand on a les 2 pieds dedans, il y a un paquet de valeurs qui est dit et qu'on va chercher. Moi, je suis allé chercher une valeur qui a toujours demeuré et qui vient de mes cours de préparation au mariage, c'est que je ne me couche pas si je ne m'entends pas. Alors, il faut s'entendre, il faut se parler, il faut amorcer la discussion, il faut amorcer une solution, mais il ne faut pas se coucher sans que cette amorce-là soit faite. Alors ça, c'était un des éléments importants dans 30 ans de mariage. L'autre élément aussi qui est arrivé au niveau de notre mariage, c'est que la situation de divorce et séparation est inexistante dans notre jargon, dans notre langage, dans nos solutions. On a décidé, nous, qu'on vivrait ensemble, tous les deux, pour être heureux et heureuses, et qu'on travaillerait pour ça. Et que quand il y en aurait des baisses, c'est que le bonheur était là. Il n'était pas à l'extérieur. Il fallait le trouver là. Ça ne nous empêche pas qu'on a des forces et des faiblesses, qu'on a passé des temps difficiles, comme tous les couples. Mais ça n'a jamais été de regarder en arrière ce qui se passait. C'était comment on va s'entrer là-dedans pour être capable de trouver où on peut aller graffiner sur le bonheur à quelque part pour être capable d'avancer. Bon. Pas question de parler de « je m'en vais », là. Non, on règle ça. Je me rappelle au début de mon mariage d'avoir eu une engueulade, le mot est fort, là, mais une bonne discussion avec Micheline, là, oui. Et puis, on avait clarifié cette discussion, dans la discussion qu'on avait eue là-dessus, cette démarche-là. On avait clarifié ça immédiatement. Et quand on a eu fini de dire comment on réagirait si on osait aller là-dedans, alors on s'est dit que si on ne voulait pas vivre ça, il fallait fermer la porte dès le début.
Alors, on a fermé la porte à toute cette dimension. Les choses claires. Oui. Mais j'imagine que oui, comme tous les couples, être la femme d'un policier, ça ne doit pas être rose tous les jours. Je vais essayer de répondre pour elle. Je dois vous dire que non, ça ne doit pas être rose. Parce que le policier, lorsqu'il arrive, lorsqu'on apprend à devenir policier, aujourd'hui, on a un institut de police pour bien nous préparer. Mais l'Institut, elle nous prépare sur le plan psychologique, sur le plan technique, sur le plan intellectuel, sur le savoir-être, le savoir-faire. Et quand on a tout compris ça, on devient policier. Mais il y a une chose que l'Institut ne peut pas nous montrer, puis il n'y a pas d'école qui peut nous montrer, c'est comment on vit ça. Oui. Et comment on va assimiler ça? Comment nos talents, notre culture, notre formation vont prendre toutes ces connaissances-là dans le quotidien pour qu'on soit capable de bien traverser les épreuves qu'on peut vivre ou les événements que vivent les policiers. Parce qu'en fait, c'est votre vie professionnelle, vous la partagez avec votre épouse, mais avec vos 2 fils aussi. Aussi. Puis la démarcation ne se fait peut-être pas subitement comme ça quand vous rentrez chez vous. Non, ce qui se produit, c'est que le policier a appris à vivre des événements qui sont très stressants, a appris à faire de l'empathie, à avoir le comportement robotique ou très professionnel, puis à agir comme il faut. Mais quand il arrive chez eux, il enlève son habit de policier. Et là, c'est l'être humain. Et là, il est imprégné de l'événement. Et quand il est imprégné de l'événement, et bien souvent, il y a toutes ses réactions personnelles. Il confronte ça avec ses valeurs, il confronte ça avec ses limites. Et les policiers, en général, ont un idéal très élevé de ce qu'est une vie, ce qu'est la qualité de vie. Et ce n'est pas nécessairement juste un idéal monétaire. Alors, et tout d'un coup, ils découvrent que jamais ils vont l'atteindre. Alors, ça vient te chercher. Et à mesure que tu vis des événements difficiles, bien, ces événements-là, ils te ramènent à tes limites, ils te ramènent à tes valeurs. Et là, tu fais des conneries. Quand tu étais seul à la maison, bon, il y en a qui vont vers la boisson, il y en a qui vont vers la solitude, il y en a qui vont vers le burn-out, il y en a qui vont vers le suicide. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a des policiers qui se suicident. Il y a aussi toutes les dimensions de séparation au milieu policier. Et ça, c'est toute cette démarche-là. Alors, ce qui fait que la cellule familiale peut devenir très, très forte ou peut éclater. Mais avec vos 2 fils, Francis et Stéphane, je pense, j'aurais dû dire l'inverse. Francis est le plus jeune. Comment avez-vous vécu ça? Dans un premier temps, Stéphane, j'ai été chanceux d'avoir une femme qui a su bien me recevoir à la maison et aussi bien préparer mes fils à recevoir leur père. Et ce qui a fait qu'on a fait une force au lieu de faire un éclatement. Et quand mes fils étaient tout petits, j'ai joué avec eux. Bon, par la dimension des scouts, ils sont venus avec moi dans le portrait. Mais vous savez, avoir un père qui est policier, avant d'être directeur, c'est un contrat. Parce que là, tu regardes toujours ton fils, tu le transposes dans ce que tu vois dans la société. Alors, tu es méfiant. Alors, tu es prêt à vérifier des choses que les autres ne vérifient pas. Surtout quand ton père va déjà dans les écoles donner des conférences, puis qu'il va parler de la prévention, puis quel comportement on doit avoir avec le fils. Alors, à ce moment-là, tu expérimentes ça chez vous, tu fais ces gestes-là. Puis les enfants ressentent, toute cette démarche-là. Heureusement, bon, j'ai 2 fils qui sont pour moi des grands copains, des jeunes qui fonctionnent. On fonctionne tous les 3 ensemble, tous les 4 avec Micheline. Et je vous ai dit avec tous les petits-enfants, parce que j'ai quand même 2 petits-fils, Samuel et puis Alex dans le portrait, puis Martine, qui est la mère de ces 2 beaux enfants-là. On fonctionne en serre chaude. C'est bien clair que un problème, tout le monde est là. Alors, j'ai eu cette possibilité-là de vivre ça dans cette démarche-là. Mais pour mes fils, aller à l'école et d'apprendre, par exemple, que leur père fait la manchette et que ça brasse, parce que j'ai été dans des dossiers qui ont été étalés sur la place publique pour des gros dossiers. Là, tu n'aimes pas trop ça t'appeler Jodoin. Non. Puis les copains à l'école ne sont pas toujours plaisants avec celui qui s'appelle Jodoin. Alors, même
face à mes neveux, mes nièces qui s'appelaient Jodoin, c'était un petit peu la même démarche qui arrivait. Mais tout ça, là, ça ne vous a pas donné l'idée de bifurquer de carrière? Non. Non, parce Vous que êtes bien à l'intérieur de ce que je vivais, il y avait quand même tout l'idéal policier, tout l'idéal de vivre, vivre pour une qualité de vie, vivre pour le service aux autres, vivre pour s'assurer qu'on va essayer d'être le plus heureux possible dans son milieu, puis le monde en général, pas juste moi. Là. Puis ça se fait en sécurité, ça se fait, ça se fait dans le naturel de la vie. Ça. En certitude, un peu Oui. dans votre cas. Hein? Oui. Mais vos deux fils ont un tout petit peu suivi vos traces. Oui, et j'en ai le plus vieux, Stéphane, qui est marié et 2 enfants, comme je disais tout à l'heure, travaille pour l'entreprise privée en sécurité pour une compagnie de Trois-Rivières. Et je le regarde aller à ce niveau-là. Je prends plaisir à jaser avec lui de ses façons de régler les choses, la façon de faire ses enquêtes. Bon. Alors, on a un bon dialogue policier quand on est ensemble, même s'il est une entreprise privée. L'autre est au niveau des incendies. Alors, Francis, le plus jeune, lui, il est pompier temporaire à temps partiel à Trois-Rivières-Ouest. Et aussi, il travaille pour une compagnie, comme il est un des premiers intervenants qui vont sur les situations à risque dans une des industries à Gentilly. Et en plus, ben, lui, il s'occupe de désincarcération lors d'accidents majeurs comme on peut vivre. C'est vraiment connexe. Alors, c'est la même chose. Oui, oui, oui. Et quand on se rencontre toutes les trois, il y a une belle... il y a une conversation, il y a un dynamisme qui arrive, il y a des étincelles qui se font, il y a les yeux qui partent. Bon, on a tous des choses à les revérifier. En tout cas, moi, ils me font vivre parce que à l'âge où je suis rendu et au travail que je fais, il est plus clérical. Eux, ils sont encore dans l'action quotidiennement. Alors, je vis de leur action bien souvent. Et eux profitent probablement de votre expérience. Hein? Oui, on se discute pas mal là-dessus. Mais votre épouse, vos fils, ils ont une vie très spéciale. Le père policier, chef de police, puis un beau jour, boum, la diacre. Oui. Mais c'est pas venu comme ça, là. Non. Vous avez eu un appel de longue date, on dirait. Oui. D'abord, comme je vous disais, j'ai appris très jeune au libre choix. De ressentir un appel et de décider si je vais vers l'appel. Dans ma famille, à Charlemagne, comme au Cap-de-Madeleine, j'avais cet appel-là dans ma famille. Quand on l'approche vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de la pratique religieuse, c'était la même approche. Et ce qui fait que dans les débuts de l'institution du diaconat permanent par Monseigneur Pelletier et Monseigneur Laurent Noël du temps, c'est-à-dire... Ça ne fait pas tellement d'années. Une quinzaine d'années environ. À ce moment-là, ma mère faisait partie d'un groupe de gens. Aujourd'hui, on appelle ça des groupes de prière. Et puis, bon, ils se rencontraient, ils partageaient, ils parlaient de ce qui se passait dans leur milieu pour essayer d'avoir une façon de voir la vie, puis d'avancer en qualité. Et une bonne journée, moi, je n'étais pas plus pratiquant qu'il faut. J'ai toujours eu la foi, mais elle a grandi et j'étais comme les jeunes de 25-30 ans d'aujourd'hui. Bon, oui, ils croient à tout ça, mais ils ont d'autres préoccupations. Puis bon, ils mettaient leurs priorités où ils devaient les mettre à ce moment-là. Et il m'arrivait d'arriver chez ma mère et puis de voir ces gens-là que je connaissais. On placotait. Et une bonne journée, ma mère, elle me dit, tu sais, Jean-Marie, le groupe, là, on regardait ça, là, on le verrait, nous autres, diacres permanents. Tiens. Moi, je dis, oh, un instant. On avait parlé dans votre dos. Oui, tu sais, c'est beau, je vous remercie beaucoup. Je donne beaucoup de valeur à ça, mais... non. D'ailleurs, je connaissais ce que c'était qu'un diacre permanent, même si ça venait d'être institué, parce que le fait d'avoir étudié pour aller vers la prêtrise, je connaissais déjà toutes ces démarches-là. Mais je ne me voyais pas devenir diacre permanent à ce moment-là. Je sentais par contre que cet appel-là venait me chercher dans mes tripes, dans mes façons de voir la vie, mais pas plus. Et j'ai laissé ça, mais j'ai laissé mijoter ça, mûrir ça de l'intérieur. Il venait des élans, là, à mesure que ma foi grandissait, ma pratique religieuse revenait, mes implications avec ces dimensions de valeur-là, vers la pauvreté, vers les gens démunis, mais pas plus que ça. C'était là.
Et un petit peu plus tard, alors, je voulais dire même 10 ans plus tard, je fais une fin de semaine avec des gens qui me demandent si je voulais rentrer sur le mouvement Cursilis. J'avais appris à ce moment-là, dans ces temps-là, à dire non. Et je savais très bien dire non sans déplaire. J'avais la formule. Et beaucoup m'avaient demandé pour différents mouvements sociaux, puis je disais non. Et je ne sais pas comment ça se fait. Mon épouse, elle a dit oui. Et dans toutes les grandes occasions, dans toutes les grandes décisions de ma carrière, dans tout notre cheminement à partir du moment où on a commencé à avancer ensemble, Micheline et moi, tous les grands tournants de ma vie, Micheline a dit oui avant moi. Elle m'amenait à ça. Moi, elle ne parlait pas souvent, mais quand elle parlait, ça comptait. Ça avait du poids. Bon. Alors, et à ce moment-là, elle a dit oui à ces personnes-là. Moi, j'ai dit, je vais y penser. Et dans la fin de semaine qui a suivi cette demande-là, bon, on en a placoté un petit peu, ça a mûri, et à ce moment-là, j'ai dit oui, je vais aller voir ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Puis comme j'étais un bonhomme qui a fait beaucoup d'animation et qui connaît ça, de la dynamique de groupe, bien, on m'a dit, écoute, Jean-Marie, si tu veux aller là, si tu t'en vas pour analyser, vas-y pas. Si tu vas là pour vivre quelque chose, ça vaut la peine. Alors, j'ai dit, je vais plonger en acceptant, et non pas en analyse, mais en ouvrant mon cœur, en ouvrant mon être, et non pas en analysant ça. Alors, je suis allé. Et durant cette fin de semaine-là, il y a un type qui était là avec, à un moment donné, c'est pas toujours comme ça toute la fin de semaine, mais dans une partie de la fin de semaine, il y a un monsieur qui a un aube sur le dos, est électricien, pas tellement instruit, il nous parle un peu de son affaire. Il y a une étole de travers au lieu de l'avoir en avant. Ça fait longtemps que je sais que c'est un diacre permanent. Et bon, j'écoute son affaire. Mais ce qu'il me dit, c'est bien, j'apprécie ça, mais ça ne vient pas me chercher plus qu'il le faut. Et en descendant des marches, il arrive à côté de moi, puis il dit je te verrai, toi, diacre permanent. Bon. Ah, il ne me connaît même pas. Il ne m'a jamais vu. Il l'a à part de cette fin de semaine-là. Je le regarde. Merci. J'accueille ce qu'il dit. C'est dérangeant de se faire dire ces choses-là. Là. Oui. Un petit peu plus tard, bon, ça reste là. J'ai communiqué ça un petit peu à Micheline, mais pas assez pour la dire aussi clairement qu'aujourd'hui. Et durant toute cette période-là, moi, j'avais un chalet à Stoneham où j'allais faire du ski. Et c'était ma façon de me cacher de mon travail, c'était ma façon de me ventiler. Et un vendredi soir, où on était tous les deux en auto, Micheline, en montant, elle dit « T'as pas pensé d'aller diacre permanent? » Oh. Fait que là, je dois vous dire que ça m'a dérangé un peu. Il y avait du monde pour vous le rappeler sur votre route. Et là, moi, j'ai dit à Micheline, je me sens un peu téméraire à aller là-dedans. Je me sens pas prêt à faire ce type de service-là. Moi, j'aime le service. Je me sens un petit poisson dans l'eau dans les services. Mais là, c'est un service. C'est pas le service pour point à la ligne. C'est le service engagé vers Dieu. Et comme le Dieu de mon cœur, il prend bien de place, mais j'avais un petit peu de la difficulté à accepter ça, à aller vers cette démarche-là. J'ai pris une couple de mois, j'ai laissé mijoter ça. J'ai laissé, ce que aujourd'hui, je comprends que l'Esprit Saint a fait sa job. J'allais laisser aller là, dans ces démarches-là, pour en arriver après ça, bien, à dire, oui, je vais aller vérifier, je vais faire une année de discernement. Et depuis l'année de discernement, bien, j'ai traversé toutes les étapes qui représentent 5 ans, puis la dernière année de choisir un projet pour devenir diacre permanent dans mon milieu. Mais diacre permanent, c'est un engagement qui engage toute une famille, qui engage surtout l'épouse. Oui. Mais bien sûr, votre épouse, vous l'avez suggéré, vous l'avez soufflé au cœur. Oui. Mais comment ça se prépare un couple au diaconat? Dans un premier temps, ça demande à tous les semaines une question de connaissance. Alors, je vais à l'université, je suis allé chercher un certificat en théologie. Ensuite de ça, ça demande une démarche une fois un samedi par mois, c'est-à-dire en couple, pour qu'on puisse apprendre comment on va vivre ça. Puis aussi aller chercher une connaissance commune de la dimension pastorale, comment on va vivre ça dans notre milieu.
faut jamais perdre de vue que le diacre permanent, il a un ministère, mais son premier ministère, c'est son sacrement du mariage. C'est sa famille. Si moi je suis un bon diacre, mais que ma femme est veuve, parce que je pose mon temps ailleurs au lieu de chez moi, je ne sers pas personne. Donc, comme on aurait peut-être tendance à croire que des fois, moi j'ai cru au début que ça pouvait bien nuire au mariage. Le diacre trop occupé, c'est pas le cas, là. C'est pas le cas, c'est votre épouse en premier. Oui, oui, oui. C'est les gens dans la société, ceux qui me connaissent, disent que j'étais un homme très occupé, c'est vrai. Mais là-dedans, j'ai su placer où mon épouse a le goût d'être. Et il y a beaucoup de choses que je fais avec elle. Et je suis à la maison le soir avec elle assez régulièrement, même s'il y a des fois j'ai des réunions, comme j'en ai dans ce temps-ci, mais il en demeure qu'il y a des temps de soirée où on est ensemble, et il y a des temps de soirée où elle et moi en réunion. C'est un partage. Comme tout couple qui s'entend finalement. Mais vous m'avez parlé d'un projet avant. C'est un projet avant d'être diacre. Quand on étudie pour être diacre, on demande à ceux qui sont en cheminement de voir quel projet tu vas te donner dans la vie pour être diacre permanent. Puis qu'est-ce que vous avez... Et moi, j'ai cherché pendant des années, des années de cheminement. Là, j'ai pris le temps de vérifier où je ferais mon projet. Je suis allé voir les gens âgés, je suis allé vers les jeunes, j'avais déjà une bonne expérience. Et à chaque fois que je travaillais là-dessus, je pensais à faire quelque chose à ce niveau-là, et ça n'arrivait pas. Je me cassais la gueule à chaque fois que je venais pour avancer là-dessus. Les mots, les concepts, les façons de faire, les plans, il n'y a rien qui fonctionnait. Et j'ai écrit un paquet de documents, puis ça se mettait pas ensemble. Et tout d'un coup, je cherchais mon projet. D'ailleurs, j'aurais dû être ordonné beaucoup plus 6 mois avant ça. C'est parce que là, j'étais pas prêt à ça. J'attendais de trouver vraiment mon projet dans le milieu. Et pourtant, je l'avais sur le bout du nez, je l'avais dans la figure. C'était dans le milieu policier qui était mon projet, il n'était pas ailleurs. Alors, et comment faire cette démarche-là en milieu policier? Et mon projet, en fait, c'est ce qu'on peut appeler du désamorçage de situations de conflit. Le policier, je vous disais tout à l'heure, quand il arrive après un événement tragique, arrive chez eux, et là, il est amorcé. Amorcé de douleur, amorcé de souffrance, amorcé d'incompréhension, amorcé de violence, amorcé d'anxiété, et il a pris ça dans la société. Par son travail. Il a eu beau apprendre à laisser couler, mais ça l'a atteint. Et là, il faut désamorcer. Alors, il y a des temps où moi, je m'implique dans mon milieu. Sur le plan quotidien, je suis très présent. J'observe beaucoup où vont mes hommes sur ce plan-là. Quand je vois qu'il y en a qui atteignent des pics trop élevés, je m'implique directement. Personnellement? Mais personnellement, où je vais m'impliquer. Par contre, quand je vois que c'est jamais normal, la souffrance, mais que c'est une souffrance qui est plus tolérable, je vais passer ça à l'intérieur de ma gestion. Sans déranger. Je ne suis pas un directeur gâteau. Je ne suis pas un papa gâteau. Je suis un homme de discipline, un homme qui aime mettre de discipline en premier. Et soyez assurés que je n'évangéliserai pas, entre parenthèses, les sauvages. Je suis là pour vivre chrétiennement dans mon milieu et par cette façon-là de désamorcer, de penser de désamorcer par tous les chemins. Ça peut être la dynamique de groupe, ça peut être de la rencontre personnelle, ça peut être un sourire, ça peut être un comportement ou une attitude. Ça peut être de demander à un de mes confrères s'il peut s'occuper de l'autre parce qu'il souffre. Et de passer par tous les chemins pour en arriver à enlever cette démarche-là, pour la désamorcer. Et quand ils arrivent chez eux, bien, si je n'élimine pas le divorce, je vais peut-être le reculer. Oui. Si je n'élimine pas la souffrance, je vais peut-être la diminuer. Si le bonheur, à ce moment-là, n'est pas à son meilleur, il ne sera peut-être pas perdu. Alors, c'est ça qui est mon projet. Mais j'imagine que vous le vivez ailleurs qu'à votre travail aussi. Oui, je vis ça dans différents mouvements. Je suis impliqué à la Maison Albatros, où je vais donner des cours j'ai accompagné des gens en phase terminale, et par la suite, par ces expériences-là, l'expérience de mon milieu,
de policiers, bien, maintenant, j'ai un cours que je vais donner là, pour la Maison Albatros, un petit peu partout en province et dans la région. Et aussi, bien, je m'occupe de la Maison Carignan comme président du conseil d'administration. Et à ce niveau-là, bien, c'est toute la dimension de s'assurer qu'à l'intérieur, les gens qui sont en train de se désintoxiquer aient tout le nécessaire et appuyer le président, le directeur qui est là. Je suis impliqué au niveau du diaconat permanent, bien sûr. Oui. Je suis impliqué aussi au sanctuaire dans la dimension pastorale et aussi dans ma paroisse. Le diaconat permanent, finalement, c'est un sacrement. Oui. C'est un échelon jusqu'à la prêtrise. La prêtrise ne vous a... Ben, non, je ne serai jamais prêtre. Je peux vous dire ça et je peux l'écrire, puis je peux le dire, je ne serai jamais prêtre. Quelle dimension... quelle est la dimension du prêtre qui fait que... Dans un premier temps, les gens me disent des fois, ben, tu pourrais être prêtre. Non, je ne peux pas être prêtre, parce que les prêtres, il y a deux dimensions que moi, je ne peux pas faire et que je ne veux pas faire. La dimension du sacrement du pardon et la dimension de l'Eucharistie. La dimension du pardon, c'est toute cette démarche de recevoir les gens au nom de Dieu. Je ne suis pas prêt à embarquer là-dedans. Je n'ai pas ce charisme-là. De l'autre démarche, la dimension de l'Eucharistie, on dit, bon, c'est une célébration, bon, c'est de la consécration. C'est plus que ça. À mes yeux, il y a trop de responsabilités pour moi. Alors, je laisse ça à ceux qui sont capables de la prendre. Moi, je ne suis incapable de prendre la responsabilité de consacrer et d'avoir devant moi la présence de Dieu. Mais vous êtes un diacre permanent, puis on a l'impression des fois que vous chevauchez entre le monde des laïcs et le monde de l'Église. Où il est l'espoir pour l'Église aujourd'hui? Vu par un diacre, chef de police, père de famille, etc. Elle est dans la rue. L'espoir, elle est dans la rue. Elle est là. Elle a une rue bien asphaltée avec des gens qui ont le cœur ouvert. On est en transformation, l'Église. Et on est en train de se chercher, sauf qu'on ne se regarde pas. On regarde partout, sauf nous. Et je dois vous dire, comme diacre permanent, moi, je suis un travailleur de rue. Le prêtre, c'est un rassembleur. Moi, je suis dans la rue. Et quand je côtoie les gens de la rue et que je ne m'arrête pas aux cloisons de ma religion et la religion des autres, mais je m'arrête au goût de qualité de vie et au goût de vivre heureux et de rechercher un bonheur, de parler au Dieu de notre cœur, qu'on lui donne le nom qu'on voudra, de parler au Dieu de notre cœur, et que de là, on est sincère et qu'on avance. Je me dis, cherchons pas l'Église, elle est là. Elle est là, l'Église. Et à partir de ce moment-là, la pratique religieuse, elle part du contact humain qu'on a ensemble. C'est le départ. Et de l'harmonie qu'on a ensemble. Ça, la plus belle pratique religieuse qui se vit quotidiennement, c'est l'harmonie entre deux humains. Peu importe de la religion et de la dimension qu'ils ont dans la société. Mais ça s'appellerait peut-être l'amour aussi. Oui, c'est sûr. C'est un mot qu'on emploie beaucoup à tort ou à raison. Mais je voudrais vous demander, si on vous disait là, vous, M. Jodoin, diacre permanent, l'Église, là, l'Église hiérarchique, l'Église visible, comme on la voit, comme on la connaît, comme on en dit du mal et du bien, si vous aviez à assurer sa survie, là, qu'est-ce que vous feriez? Démolir ou rebâtir ou changer ouvrir des fenêtres, des portes, je ne sais pas, là. Un jour, je regardais l'Église de l'extérieur. Et moi aussi, on regarde toujours l'autorité, puis on dit toujours l'autorité, il faudrait un jour qu'elle apprenne à bien faire. On regarde ça, nous autres, on est les bons gérants d'estrade de cette façon-là. Et comme j'étais insatisfait, j'ai dit, je vais retarder un petit peu, là. Je vais être dans l'Église, mais un petit peu à l'extérieur, je vais les laisser faire. Puis je vais faire ma propre petite religion à moi. Et j'ai compris vite que si je voulais que l'Église avance, que l'Église s'améliore, que l'Église soit bien bâtie, il faudrait peut-être que j'apprenne à prendre un marteau. Et que moi, j'entre dans l'Église et prendre le marteau. Puis si on me dit, arrache les clous qu'on puisse se servir de cette planche-là pour bâtir l'Église, j'arrache les clous. Et si on dit, non, tu es capable de faire mieux dans l'Église, je ferai mieux. Mais si je veux que l'Église avance, il faudrait que j'aille les deux pieds dedans. Et que je participe à l'intérieur de l'Église.
Et quand on regarde l'Église d'aujourd'hui en raison du Vatican II, c'est une Église qui est prête à accueillir pour vraiment la bâtir. Et pas au niveau des prêtres seulement, ou bien des évêques et du pape, au niveau des gens du milieu, c'est-à-dire des laïcs qui sont là. Et l'Église, dans un premier temps, c'est des baptisés. C'est pas le pape, c'est pas l'évêque, c'est pas les prêtres, c'est pas les diacres, c'est des baptisés. La journée que on va comprendre ça, il va manquer de place dans l'Église pour célébrer ce qu'on aura fait dans la semaine, et non pas juste pour aller à l'Église. Un message, M. Jaudoin, pour les jeunes d'aujourd'hui qui ne savent pas à quel saint se vouer, c'est le cas de le dire. Ouais. Que leur diriez-vous? Je dirais aux jeunes, avancez. Cherchez pas l'avenir dans 10 ans, qu'est-ce que vous allez faire. Cherchez juste à bien faire aujourd'hui et à avancer dans ce que vous aimez. Il va arriver quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver, vous ne le savez pas, mais il va arriver quelque chose. Et surtout, à avancer dans ce que vous aimez pour avoir une qualité de vie et non pas à avancer pour avoir un gros salaire, pour penser que vous allez avoir une qualité de vie. Il faut avancer dans ce qu'on aime pour avoir une qualité de vie. Mais leur parleriez-vous de certaines valeurs, j'allais dire périmées, c'est pas le mot, comme la fidélité? Oui, c'est bien sûr que quand on regarde les démarches que je viens de vous démontrer face aux jeunes, on n'a pas perdu la fidélité, on n'a pas perdu la solidarité, on n'a pas perdu la collectivité, on l'a mis en second plan. Et on a fait passer devant tout ça l'individualisme. Oui. Et ce qui se produit, c'est qu'on doit se dire nous après les autres, au lieu de dire nous et les autres. Et de là, être influencé par les autres pour avancer. Il y a une petite phrase que je trouve dans les livres, je ne veux pas m'assurer que c'est dans la Bible, mais qui fait quand même partie des livres religieux, qui dit si on te demande de faire un pas, fais-en 2. Si on te demande de marcher 1 000, marche en 2. Le premier 1000, on va peut-être juste le découvrir, puis le deuxième, on va se mettre à s'aimer ensemble, à avancer, à découvrir qu'on peut faire quelque chose ensemble. Là, c'est l'attention et puis continuer, même si les résultats ne sont pas visibles toujours. Est-ce possible que l'être humain, le jeune, que ce soit le jeune, les personnes âgées, ait besoin d'attention en premier, de se sentir aimé, valorisé? Une des faiblesses de notre société, c'est de s'aimer avec sa tête et pas assez avec notre cœur. Et aussi de s'exprimer avec notre tête et non pas avec nos sentiments et nos émotions, comme on devrait le faire quotidiennement. Alors, M. Jaudoin, je vous laisse le mot de la fin. Notre entretien est terminé. Avez-vous un autre message bref à ajouter? Je pense que dans notre milieu, l'important, c'est de vivre dans une qualité de vie, c'est de graffiner tous les jours sur le bonheur et que ce bonheur-là soit basé sur des valeurs. Puis une des valeurs qui est toute simple, ça s'appelle l'amour avec un vrai A. Le vrai, le grand. Le vrai A. Je vous remercie, M. Jaudoin, pour cette entrevue. Alors, je vous souhaite d'être heureux après toutes les choses que vous avez entendues et surtout d'essayer de les mettre en pratique comme moi-même je vais le faire. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Regarde, c'est un rituel de fertilité. Il y a les œufs, le pain. Exemple, l'expérience hollandaise montre également ce qui se produit lorsque les politiques diffèrent d'un pays à l'autre, surtout dans le cadre de l'ouverture des frontières.
I like marijuana, you like marijuana, we like marijuana. RDI, le réseau de l'information, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre temps est précieux et vous voulez suivre jour après jour les développements de l'actualité économique et du monde des affaires. Inscrivez le magazine Capital Action à votre agenda. Gens d'affaires, chefs d'entreprise et analystes partagent leur expertise et leur vision